Alors du coup, ce que je vous propose pour le tirage au sort, on va tirer 6 cartons, il y aura 3 lauréats, et des 6 cartons, on prendra les 3 plus remplis. Et les 3 plus remplis gagneront le lot que Magali nous expliquera après. Est-ce que, Pierre-Marie, vous pouvez tirer 3 bulletins, s'il vous plaît? 1. 2 bulletins. Et le 3e. Voilà. Magali, 3 bulletins. Du coup, on remélange. Voilà. Attendez, il y en a encore un, Oh là 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 là. Beaucoup trop de suspense. Est-ce qu'il y a encore des fiches qui arrivent? Non, il n'y a plus de fiches qui arrivent. Allez, on refait. Donc, encore 2 Magali. 2 et 3. Est-ce que vous pouvez regarder ensemble les 3 qui ont les fiches les mieux remplies? Mais on tire au sort, on va la garder pour l'instant. Donc, c'est celle-là. Ok, voilà. Nous avons, mesdames, messieurs, nos 3 lauréats. Alors, Pierre-Marie, est-ce qu'on peut dévoiler le premier nom? On peut. Le faire. Donc c'est Agnès Petit. Bravo Agnès Petit, si jamais elle peut nous rejoindre. Est-ce qu'Agnès Petit peut nous rejoindre? Bah oui. Deuxième lauréat. Brigitte Duc. Brigitte Duc, est-ce que Brigitte Duc peut nous rejoindre? Elle le peut et elle vient. Et le 3e. Alors. Fortin Florian. Florian Fortin. Voilà, est-ce qu'il peut nous rejoindre, Florian Fortin? Il est où? Il est tout là-haut. Et bah voilà. Et bah voilà. Alors attendez, on va attendre le 3e lauréat et vous allez les applaudir chaleureusement. Voilà, et vous pouvez. Voilà. Magali nous explique ce qu'il y a dans les... Ils ont gagné une assiette de charcuterie. Ah non. Donc le premier lot, c'est pour Madame T. Voilà, donc nous avons le plaisir de vous remettre ce lot. Donc nous avons un jeu qui a été créé par des usagers et subventionné dans le cadre de l'appel à initiative Démocratie en santé. Donc c'est un jeu, un Monopoly, donc sur les droits des usagers. Nous avons un t-shirt des représentants des usagers. Voilà. Donc par France Asso Santé. Nous avons également un bloc-notes, un deuxième bloc-notes. Et pour garder la forme, nous avons une lunchbox avec le petit gobelet et une clé USB avec un stylo. Donc pour avoir toutes les informations. Bravo. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je suis très heureuse de participer à cette journée très enrichissante. Le deuxième lot, Pierre-Marie, on a regardé ou pas? C'est Brigitte Duc. Alors, Pierre-Marie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que Brigitte Duc a remporté? Bien expliquer parce que c'est pas moi qui fais le paquet. Solidarité, Magali, il va falloir expliquer avec... Je découvre. Alors. Ouais. Je préfère que ce soit elle qui le dise. Nous avons toujours la lunchbox. Nous avons également un jeu de cartes, un quiz sur connaissez-vous les droits des usagers du système de santé. Donc pour être au top. Je vous invite à venir jouer avec nous. Et également le petit carnet.
le stylo et le gobelet. Voilà. Et également, pour un tote bag de collection, donc le tote bag collector, oui, de l'année dernière. Excusez-moi, alors le troisième, il aura encore plus de valeur parce que c'était il y a 2 ans. Sur la santé en numérique à l'île Grand Palais. Et elle a gagné une journée avec le directeur de l'ARS. On est content pour elle. Ça, c'était le gros lot. Ah oui, c'est magnifique. Un grand merci, félicitations. Alors, je vous remercie et puis je voudrais vous féliciter pour l'organisation parce que et le contenu très enrichissant. Voilà. Merci. Et on continue avec Florian Fortin. On va faire une photo des lauréats. Voilà, donc toujours le tote bag collector, mais qui a plus de valeur que les anciens. Et donc la même chose que les autres, mais vous avez par contre un stabilo ARS 3 couleurs. Ah ouais. Voilà. Félicitations. Ça efface tout ce qu'on a écrit, c'est bon. Allez, on fait une photo, Magali. On garde ça en mémoire quand même, cette tombola de la journée d'usager. Voilà. Noémie fait photo, tout le monde fait des photos. Il y a des photos là-bas. Et on peut les applaudir. Voilà, mesdames, messieurs, on va reprendre le vif. Oui, voilà, c'est ça, exactement, c'est ce que j'allais rappeler. On va reprendre le déroulé de notre après-midi. Je rappelle que vous avez toujours à proximité vos cartes émotions et je vois qu'il y a des très bons élèves qui les sortent avec le cœur, le pouce, la colère et l'anxiété qui vous permettra de donner, de partager vos émotions avec les différents intervenants de cet après-midi. Cet après-midi, on est sur un format témoignage avec des vidéos et des prises de parole de la part du public. Donc je vous attends vraiment cet après-midi au moins aussi acteurs et actifs que ce matin. Pour pouvoir donc du coup faire cet après-midi, je vais vous demander d'accueillir chaleureusement tout d'abord Bernard Sorbeck, qui est représentant des usagers, Union départementale des associations familiales. Je vous demande de l'applaudir. Il a été évoqué ce matin. Je vous demande s'il vous plaît d'applaudir aussi et d'accueillir Didier Depont, représentant des usagers, Fédération nationale d'associations de retraités de la FNAR, qui est là. Je vous demande d'accueillir aussi Georgette Lemaire, qui est représentante des usagers, Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés de la FNAT, qui est juste là. Voilà, merci. Et je vous demande d'accueillir la personne qui va aussi commenter ces vidéos, qui s'appelle donc Olivier Doptin, qui est vice-président de la délégation régionale de France Asso Santé Hauts-de-France. Et évidemment, je garde avec moi le super grand témoin de cette journée. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Pierre-Marie Lebrun. Donc, le format, je vous le disais, de cet après-midi est le suivant. Bernard, Didier et Georgette se sont prêtés à l'exercice de la vidéo. C'est pas du tout un exercice facile parce qu'ils étaient face caméra et ils devaient partager leur expérience personnelle. Ils devaient répondre à une question que vous allez dévoiler, que je vais vous dévoiler juste après. À l'issue de la vidéo, on va vous proposer un quiz interactif. Le quiz interactif, en fait, vous allez avoir un QR code qui va s'afficher à l'écran. Vous allez prendre vos téléphones et vous allez le flasher. Pas de panique, il ne faut pas avoir des compétences digitales, informatiques, numériques extrêmement développées pour pouvoir le faire. Et de toute façon, vous étiez tous, il y a 2 ans, sur cette journée numérique, donc du coup, vous êtes tous complètement au taquet sur l'utilisation des QR codes. J'y reviendrai juste après, mais sachez qu'on va attendre de vous un petit quiz, interaction, des réponses, et donc du coup, ça nous permettra de partager. En attendant, on reviendra après sur le Wi-Fi. Ce que je vous propose, c'est d'écouter tout de suite Bernard, donc que je rappelle, Bernard, représentant des usagers, Union départementale des associations familiales. Bernard, on vous écoute. Je suis Bernard Sorbeck, je suis représentant des usagers donc, dans 5 établissements de santé, à HPVO, à Marc-Sautelet, à l'Espoir, à la MGEN, à Psypro. Étant adhérent d'une association familiale, j'ai adhéré à l'Union départementale des associations familiales et j'y ai pris beaucoup de responsabilités. Alors, connaissant
tout ce, je veux dire, ce terreau de représentation familiale, j'ai lu énormément de comptes rendus de mandat d'usagers des hôpitaux. Donc je connaissais la fonction, je connaissais les structures d'accueil, les instances, et en plus je connaissais des gens individuellement qui y étaient. Le jour où je me suis un peu arrêté dans mes fonctions administratives, j'ai voulu partir sur le terrain, et c'est là que ces gens-là m'ont dit vas-y, va chez les usagers, on a besoin de monde. Parce qu'en fait, notre rôle, c'est bien celui-là, hein, d'avoir un accueil et la qualité de soins qui soit au mieux. De défendre les usagers, c'est d'avoir un lien social et leur apporter du bien-être. Ce qui m'a le plus surpris, c'est d'avoir été bien accueilli dans ces 5 établissements. C'est-à-dire que je m'attendais un peu d'être considéré comme un empêcheur de tourner en rond, quelqu'un qui vient un peu à l'acquisition en disant « Et là, est-ce que vraiment vous avez fait ce qu'il fallait ?» etc., etc. Donc, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Je l'ai ressenti comme étant quelqu'un dont on souhaitait obtenir les avis et une participation réelle. Ce que j'ai approfondi et ce que j'ai bien voulu faire, forcément. Et ce qui me contente. Voilà, je vous demande s'il vous plaît d'applaudir chaleureusement Bernard. C'est pas un exercice facile. Merci Bernard de vous être prêté à l'exercice. Alors mesdames, messieurs, donc on va revenir, je suis désolé, je l'ai oublié tout à l'heure, mais on va revenir juste à la page juste avant pour vous donner les indications pour vous connecter, si ça n'est pas déjà fait, au Wi-Fi de la salle, pour ceux qui en ont besoin. Donc, enfin, je ne vais pas faire de formation technique pour vous connecter au Wi-Fi, mais donc du coup, vous trouverez le nom de Wi-Fi ARS et le mot de passe @ARS en majuscule 2025, ce qui vous permettra de vous connecter au Wi-Fi. Vous me faites un signe quand c'est bon. Ok, ça a l'air d'être bon. Ah, c'était pas bon, c'était pas bon. Voilà. Alors pour certains opérateurs, c'est pas nécessaire de se connecter sur le Wi-Fi. Pour d'autres, oui. Donc si vous connectez, ça sera forcément plus simple. @ARS en majuscule 2025. Eh ben j'arrive tout de suite, vous inquiétez pas madame. On fait l'exercice pour l'instant en format digital et pour ceux qui n'ont pas de portable, j'ai pensé à vous. Et je vous propose du coup, pour ceux qui sont connectés, de flasher ce QR code. Donc je vois quelques téléphones. Et normalement, vous allez pouvoir répondre à la question. Dites-moi si ça fonctionne. Oui, j'ai un oui tout là-haut qui me dit que ça fonctionne. Et donc du coup, vous avez une question. La question, c'est qu'est-ce qui pourrait vous décider à devenir RU avec petit A. Voilà, j'ai l'impression de devenir tout d'un coup animateur d'un jeu télévisé, moi. Alors, petit A, être impliqué dans la défense des usagers. Petit B, être sûr d'avoir les meilleurs soins. Petit C, enfin comprendre l'organisation d'un établissement de santé. Petit D, échapper aux tâches ménagères, aux séries télévisées. Je ne suis absolument pas responsable, ni de la question, ni des réponses. Je me dédouane complètement. C'est ça. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde, ceux qui pouvaient répondre, ont répondu? Toujours pas. On remet le code. Allez, on peut peut-être repasser à la question et puis afficher quelques premiers éléments de réponse peut-être. Est-ce que c'est possible ou pas? Alors, Bernard, en fait, j'aimerais bien vous entendre. Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous, à cette question? Alors, je vais vous donner un micro, Bernard. 1, 2. Bon, j'aurais bien répondu la petite D, mais c'est pas vrai. Pourtant, j'aime bien m'échapper des tâches ménagères. Mais j'en fais plus beaucoup, justement, parce que je suis devenu RU. Bon, mais c'est pas grave, mon épouse est dans le bénévolat aussi, donc elle comprend. On arrive à se croiser de temps en temps. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, Bernard, à devenir RU finalement? C'est être impliqué dans la défense des usagers, avoir des meilleurs soins, comprendre l'organisation d'un établissement de santé? De par mon histoire, je dirais que c'est plus être impliqué pour la défense des usagers.
parce que j'ai quand même tout un passif associatif de bénévolat assez fort et toujours porté donc sur l'aide. On dit l'usager pour chez nous, mais rapprochez bien le micro pour que tout le monde puisse entendre. Plutôt l'aide à la personne en général, donc l'usager pour les établissements de santé. Donc vous auriez-vous répondu la réponse A, être impliqué dans la défense des usagers? Tout à fait. Est-ce qu'on a une indication de ce que la salle a répondu? Alors, la salle a très largement répondu être impliqué dans la défense des usagers. Il y a 1 ou 2 ou 3 personnes qui ont répondu avoir des meilleurs soins et 1 ou 2 ou 3 personnes qui ont dit enfin comprendre l'organisation d'un établissement de santé. Bernard, est-ce qu'on reçoit des meilleurs soins quand on est représentant des usagers? Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Entre quoi et quoi? Est-ce qu'il y a une corrélation entre recevoir des meilleurs soins et être représentant des usagers? Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Elle est minime. Ouais. Bon, les soins, ils les ont. On espère qu'ils sont les meilleurs. On est seulement là pour apporter des améliorations, c'est tout. Mais pas dans les soins, c'est plus dans la qualité d'accueil, dans le parcours de soins lui-même. Le côté médical, on y est pour rien. On n'est pas là pour soigner les gens. Donc, c'est ça, c'est pas l'objet. C'est pas l'objet des représentants des usagers. Il n'y a pas de mélange de genre en fait entre le soin et ça. Didier, Georgette, vous auriez répondu quoi, vous, à cette question? J'aurais fait comme la majorité, j'aurais répondu à la première question. Aussi pareil, donc pour être impliqué. Voilà. Pourquoi c'est important pour vous d'être impliqué dans la défense des usagers? Je crois que le représentant des usagers, il a un peu un rôle social. Il va faire le lien entre les équipes soignantes et puis les représentants, finalement les citoyens qui ont besoin d'avoir accès aux soins. C'est un agent de liaison. Un agent de liaison, c'est une belle expression qu'on n'avait pas encore utilisée depuis ce matin. Et vous, Georgette, vous auriez répondu aussi la première comme la majorité? Moi, j'aurais répondu la première et je suis du même avis que monsieur. Du même avis. Cette notion d'engagement? Oui, du même engagement. C'est important pour vous, cette notion d'engagement pour les usagers? Oui. D'accord. Monsieur Dobtin, représentant des usagers, c'est ça, c'est finalement la définition, c'est être impliqué dans la défense des usagers. Je rappelle, monsieur Dobtin, vous êtes vice-président de la délégation régionale de France Asso Santé Hauts-de-France. Et je suis impliqué dans la défense des droits des usagers, avec 2 choses qui m'interpellent dans la question telle que ça a été fait. Non pas le petit dé, mais je pense que pour être impliqué dans la défense des usagers et pour avoir une certaine efficacité, il y a le mandat, la légitimité, ce qui a été dit ce matin, mais il y a une nécessité de comprendre l'organisation d'un établissement de santé. Ça veut dire que quelque part, il faut aussi s'intéresser, donc les formations sont à ça, les formations de France Asso Santé ou d'autres, mais il y a nécessité de comprendre comment est organisé. Donc je pense que moi je mets le A, c'est l'essence même du mandat qu'on prend et qu'on a envie, et en même temps, il faut absolument, pas de façon concomitante, mais aussi avoir des informations. Ce qui fait que quand il y a nécessité, quand on rentre dans un établissement, avec un petit fascicule ou des notes, c'est d'aller comprendre qui est le directeur, comment ça fonctionne. Bref, comprendre l'organisation même de cet établissement. Pour moi, le A et le C sont intimement liés. Voilà, vous diriez on ne peut pas trop s'impliquer dans la défense si finalement on ne comprend pas l'organisation de l'établissement dans lequel on est représentant. On peut tout à fait s'impliquer, mais on est certainement plus pertinent quand on a appris, quand on comprend, parce que les établissements ne sont pas les mêmes, les fonctionnements ne sont pas les mêmes. Il y a du public, il y a des ESPIC, il y a des privés. Donc on est élu dans un établissement, ce n'est pas nous qui choisissons, c'est l'ARS qui nomme les gens. Et donc la première chose que je dirais à un RU quand il arrive, c'est de s'intéresser au fonctionnement de l'établissement, qui fait quoi, à quel moment, par qui. Même si les métiers sont connus eux-mêmes, comment ça s'organise? C'est très clair. Bernard, je me permets de faire une incise parce que, puisqu'on est dans quelqu'un qui a un premier mandat, je suis intervenu ce matin sur quelqu'un qui avait sollicité et j'ai été chercher la réponse. Sachez que France Asso Santé va organiser le 30 septembre à Arras, en physique, devenir RU, pourquoi pas? Ce que je disais ce matin. J'avais bien qu'il y avait, pour les gens qui avaient envie d'être RU dans cette salle ou qui ne le sont pas ou des amis, il y a une chose le 30 septembre à Arras qui s'appelle devenir RU, pourquoi pas moi. Et puis ceux qui n'ont pas pu faire de venir en physique, le 2 octobre, il y a la même chose en visio, ce qui est une visio qui va permettre de faire la même chose. Donc si on s'interroge avant le renouvellement, on peut effectivement participer en physique le 30, et il faut s'inscrire auprès de France Asso Santé, ou en visio le 2 octobre. Voilà, c'était en complément de ce que je disais ce matin. Merci pour cette incise agenda. Bernard, on vous entend dans la vidéo dire je ne savais pas si j'allais être bien reçu. C'est ça. Et finalement, ça s'est extrêmement bien passé.
Ah, extrêmement, oui. Ouais, je suis enchanté. Et je laisserai ma place à personne maintenant. Désolé, monsieur, dame. Donc, s'il y a renouvellement, je garde mes 5 places. J'en voulais pas 5 au démarrage. Oui. J'en avais proposé 5 pour qu'ils en prennent 1 ou 2. Et ils m'ont nommé les 5. Donc, Mais qu'est-ce qui vous rend si heureux? Enfin, quand vous en parlez, on voit bien cette notion de satisfaction, de bonheur, presque, j'ai utilisé un mot, mais presque d'épanouissement. Qu'est-ce que ça vous amène, cette fonction, en termes d'épanouissement? c'est de savoir-être, hein, c'est le soi-même, hein, c'est notre profondeur de pensée, notre profondeur d'agir. Hein. On l'est ou on ne l'est pas. On est bénévole et on ne l'est pas. Et dès qu'on est bénévole, on s'engage un petit peu dans une chose qui pense nous plaire. Et si on a ça dans l'esprit, on se fait agripper et on continue et on va aller toujours plus haut. Et ça, c'est qu'enchantresque. Hein, Merci. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que vraiment vous puissiez profiter de nos 3 représentants des usagers pour leur poser des questions concrètes. Alors, on va prendre des questions. Juste réfléchissez à vos questions. Pierre-Marie, qu'est-ce qu'on retient de ce qui vient d'être dit sur Bernard? Moi, je connais Bernard, hein, donc c'est un peu délicat, mais au sens, c'est très bizarre ce qui s'est passé dans son parcours. Parce qu'en fait, dans l'âme, c'est un bénévole. Moi, je le connais depuis toujours bénévole. Et puis, un peu dans les mêmes associations au début, familiales, etc. Et puis moi j'ai vu qu'un petit peu à la fois, dans son esprit ça s'éloignait un petit peu, où il trouvait moins son plaisir dans les assos, etc. Et il a rebondi sur ces engagements-là. Personne n'aurait pu dire, franchement, personne n'aurait pu dire que ça allait se passer comme ça. Parce qu'en plus à l'UDAF, dans les associations familiales, il passait son temps à lire les comptes rendus de mandat des autres. Et c'est lui qui faisait l'analyse, il l'a fait pendant des années. Et donc c'est tout à fait bizarre. Donc c'est que ça ne l'a pas découragé, hein, franchement. Et il a choisi ça. Et maintenant, il baigne dans l'huile. Hein, il est formidable. Hein. Il n'y aura plus de tâches ménagères du tout faites, hein, ça je vous le dis. Ça c'est sûr, c'est sûr. Non mais c'est un vrai bonheur. Hein. D'ailleurs, il le dit lui-même. Hein. Enfin, il dit un peu. Mais il pense vraiment. Mais ce que tu dis, c'est vrai, parce que j'ai lu ces comptes rendus de mandat, je les ai analysés, j'en ai porté la parole pour l'utilité, pour les familles, pour les autres. Et je me suis rendu compte aussi que tous ceux qui y sont, ils sont contents d'y être. Et ils ont le même état d'esprit à essayer de faire améliorer les choses pour les usagers. Très bien. Allez, est-ce que vous avez des questions à poser à Bernard sur son rôle, sa fonction? Oui, regardez, on a une question juste là. Je vais chercher un micro. Oui, ils sont là, parfait, super. Merci. Alors, Evelyne Ducrot, représentante des usagers... Est-ce que vous pouvez vous lever pour que tout le monde vous voie, oui. s'il vous plaît? Merci. Evelyne Ducrot, représentante des usagers au CHU d'Amiens et à Clinique Psypro. Alors, ce n'est pas une question que j'ai pour Bernard, c'est un témoignage positif. Merci, c'est parfait, on est là vraiment pour ça. J'ai été nommée récemment à la Clinique Psypro et la première personne à m'avoir aidée tout à fait spontanément, ça a été Bernard, notamment sur l'amélioration à la fois comment monter un ordre du jour, etc., mais aussi sur le règlement intérieur, de l'importance du règlement intérieur pour pouvoir le modifier en fonction des uns et des autres pour que ça satisfasse tout le monde. Et donc je tiens publiquement à le remercier. Merci beaucoup. Voilà Bernard. Est-ce que quelqu'un a une question pour Bernard? Moi, en attendant, peut-être j'ai une question, Bernard. Est-ce que le fait d'avoir 5 mandats, est-ce que c'est chronophage, on l'a entendu, mais est-ce que ça permet de faire encore mieux sa fonction de représentant des usagers? Est-ce que cette diversité et le regard qu'on peut avoir, est-ce que ça permet de faire encore mieux, d'être encore plus impliqué? Oui, parce que en fait, j'utilise mes 5 mandats pour faire avancer les choses dans chaque établissement. Et dans certains, je dis, de mon côté, de l'autre côté, on fait ça. Ce qui est pas mal, vous pourriez peut-être essayer de faire quelque chose là-dessus ou approcher un peu ce qui serait bien pour les usagers. Et puis ça marche. Ouais, le vrai partage d'expérience finalement. Monsieur Dobtin, est-ce que c'est quelque chose que vous encourageriez, vous, d'avoir plusieurs mandats?
Je vais être simple. Dans le mandat actuellement, j'ai 2 établissements. Je suis dans 2 établissements. Le mandat précédent, j'en étais dans 4 établissements. Donc je pense qu'effectivement, ça peut être une richesse parce que, effectivement, Bernard l'a expliqué, ce qui va se passer dans un établissement, la façon dont va fonctionner la commission des usagers et les rôles divers qu'on peut prendre dans d'autres commissions va être différent d'un management d'établissement à un autre. Donc ça permet de s'enrichir. Ça permet d'avoir des expériences et de dire, bah voilà, là, on a fait comme ça, là, on fait ça. Et tout n'est pas systématiquement reproductible, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est une vraie richesse. Maintenant, en termes de temps, effectivement, quand on s'investit dans un établissement, l'établissement, ça l'intéresse, l'établissement s'intéresse à vous d'une certaine mesure et quelque part vous propose d'aller plus loin dans des réunions, des choses comme ça. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été dit ce matin et qui me venait à entendre le bonheur de Bernard. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours surpris. Dans les commissions des usagers, le législateur nous a donné des missions de faire la promotion des droits des usagers, de défendre les intérêts des patients et des usagers. Mais il a aussi marqué quelque chose dans le texte qui, moi, me tient à cœur, c'est nous sommes là aussi pour recevoir les éloges. Ça veut dire que quelque part, il a fallu qu'il y ait un législateur qui fasse une commission des usagers et qui, dans cette commission, pense à féliciter, à remercier, à faire les éloges. Et ça, je pense que les professionnels de santé, je ne sais pas s'il y en a encore dans la salle, ils ont l'habitude à ce que quand ça va bien, ben c'est normal, tout va bien. Et quand ça ne va pas bien, en général, ça peut leur... Et donc, je pense que dans notre mission, on fait les plaintes, on fait les réclamations, on essaie d'avancer, on fait des propositions, mais c'est aussi très important qu'on relaie nous et qu'on soit le porte-parole. Et quand on va dans les services, ils nous perçoivent, les représentants des usagers, comme aussi la personne. Moi, j'ai une formule dans les hôpitaux, c'est-à-dire vous gardez les chocolats, vous gardez les fleurs, mais nous envoyez les petits mots de remerciement, parce que c'est aussi dans notre boulot de les remonter et de vous en faire part. Voilà. Merci, Monsieur Doptin. On a une autre question. Là. Bonjour. Bonjour. Karim Cellini, donc je suis vice-président de l'Association française des diabétiques de la région Oise. Ma question, c'est, je souhaite peut-être, qui sait, avec un peu de chance l'année prochaine, intégrer les membres des RU. Mais j'ai beaucoup de questions par rapport à l'aspect chronophage que vous aviez évoqué tout à l'heure. Il se trouve que j'ai été enrôlé peut-être dans un futur proche, dans un ETP, un programme de 5 ans, qui va être mis en place, et j'aurais voulu utiliser ce programme pour essayer d'interagir en tant que RU. La première chose, c'est que la première question que j'ai à vous poser, vous avez dit que vous aviez fait une demande pour 5 établissements. Vous vouliez en retenir que 2, mais vous aviez été accepté dans 5. Au jour d'aujourd'hui, en termes de travail que ça vous apporte, est-ce que concrètement, est-ce que vous voyez, je veux dire, une possibilité en ce qui me concerne de travailler en tant que patient expert, mais aussi en tant que RU, sur 2 établissements, j'entends. Moi, je l'ai dit ce matin, c'est une grande richesse d'être à la fois patient expert d'un côté et représentant usager. Il n'y a pas besoin que tout le monde soit comme ça. Mais quand dans un établissement, on a la chance d'avoir cette personne, c'est extrêmement précieux. Alors après, parce que sur le nombre d'établissements, le chiffre est parlant, mais il y a des établissements de toutes les sortes, enfin, de toutes les tailles, etc. Donc on ne peut pas non plus faire une généralité en disant que tout le monde doit être dans 4 établissements. Quelquefois, en étant dans 2, c'est déjà bien. Voilà, soyez très à l'aise là-dessus. Moi, je vous ai dit que sur un établissement moyen, il faut compter, je ne sais pas, une journée par mois. Ça, c'est le minimum, mais vous voyez, c'est pas non plus tout ça. Après, comme il a dit, on est un peu pris. Donc, le coup d'après, les 3 années suivantes, on vous sollicite pour faire ça, ça, ça. C'est là qu'il faut soit lâcher un établissement, soit faire preuve d'un peu de clairvoyance, soit aller à l'endroit où on n'a plus de plaisir. Parce que quand même, ces trucs-là, ça dépend aussi du plaisir qu'on a soi-même personnellement. Bernard, combien de temps, du coup, ça va vous prendre ? À l'UDAF, on est obligé de comptabiliser notre temps passé et d'en faire un rapport. Donc, c'est ces rapports que je disais, et ce qu'on y fait et le temps passé. Alors, j'ai comptabilisé 500 heures sur mes 5 représentations de... Donc 500 heures au cumulé sur l'année. Sur l'année. D'accord. Donc il y en avait... Ou
400, mais il y en avait quand même aussi une soixantaine sur la formation. Parce que je profite de toutes les formations et elles sont nombreuses. On n'est pas lâché dans la nature. France Association Santé, et comme je suppose que les autres, UNAFAM, ils forment leurs représentants des usagers. Et c'est de la bonne formation, efficace, ciblée. Il y a beaucoup de présentiel. Là, au moins, on peut s'expliquer et avoir les réponses personnelles. Il y a du visio aussi. Il y a très rarement du webinaire. Mais c'est plus pratique que le webinaire aussi, de temps en temps, pour aller rester chez soi en même temps. Mais donc ça fait une dizaine d'heures par semaine, en fait. Oh, largement, oui. Puis il y a toutes celles qu'on ne compte pas. Où on téléphone à l'autre représentant des usagers, où on monte le dossier du projet des usagers. Donc on va rencontrer les associations qui sont conventionnées avec l'établissement. Donc si on veut, on y passe son temps. Oui, voilà. Mais en fait, ça permet d'avoir la même relation, parce qu'on disait tout à l'heure, une journée par mois sur un établissement, et ben finalement, si jamais on prenait à la grosse fourchette 10 heures pour les 5, ça fait 2 heures, ça fait une dizaine d'heures, enfin ça fait 8-10 heures, ça fait une journée par mois, quoi. On est à peu près sur le même ratio, une journée par mois par établissement. Mais ce sera le minimum, il faut s'attendre à ce que quand on met le doigt dans l'engrenage vous mange. Est-ce que vous avez une question? Oui, très bien. On a répondu à votre question, monsieur? Ok, super. Bonjour, François de la Maison des Apprentis. J'avais une question pour Bernard. Vous avez dit que vous êtes sur 5 établissements. Je crois que vous avez dit les types d'établissements, mais vu que je ne suis pas du coin, je n'ai pas reconnu. Est-ce que vous travaillez sur 5 établissements différents, de différents types? Je ne sais pas, un EHPAD, un hôpital ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a un établissement que vous préférez ou... Voilà, je vous remercie. Alors, il faut classer maintenant. Alors j'ai 5 établissements et 5 établissements totalement différents. Et j'avoue que c'est très enrichissant. C'est-à-dire que je suis à l'HPVA, un hôpital, donc, où il y a de l'oncologie, la chirurgie, la maternité, un établissement assez gros, que j'aime bien parce qu'il y a du bon contact et puis on est sollicité assez facilement. Donc on travaille de concert entre directions, c'est plus directeur même de chaque spécialité et représentant des usagers. Après, je suis à la MGEN, qui est établissement de santé mentale à Lille, où là, c'est encore une organisation totalement différente, où c'est un petit établissement où on rencontre que des problèmes de santé mentale, forcément. Et j'avoue qu'ils ont une organisation qui est tout autre, dont une qui me plaît beaucoup, c'est qu'ils font ce qu'ils appellent les relations institutionnelles. Mais ça ne peut pas exister autre part, je vous le dis, mais ça pourrait si on arrive à le triturer un peu. La relation institutionnelle, c'est des réunions institutionnelles, c'est que une fois par mois, les RU sont invités sur un plateau où tous les patients peuvent venir et posent leurs questions. Et la direction leur présente d'abord le programme de la semaine et après on discute de tout. Tout est ouvert. Et c'est là qu'on a la vraie rencontre avec l'usager et c'est là je prends du plaisir. Vous l'avez bien compris. Après, je suis en réadaptation à l'Espoir, qui est donc la réadaptation physique, qui est donc un public encore complètement différent. C'est où ça, Bernard, physiquement? C'est localisé où, l'Espoir? À Lille. À Lille, ouais, face à côté, quoi. Voilà. Là, c'est eux qui m'agrippent le plus avec la MGEN avant, puisque hier encore, on a tenu un stand des usagers. On est dans la semaine des droits des usagers, donc c'est eux qui nous ont même proposé d'aller tenir le stand. Et donc on a mis sur le stand, on a rencontré une vingtaine d'usagers, donc on a mangé ensemble le midi même, on leur a expliqué tout, et là ils nous ont sorti tous les petits trucs qu'ils ne veulent jamais dire. Ah ouais, bon, la bouffe est dégueulasse, ça, tout le monde le sait, c'est partout. Mais en même temps aussi, il y a tel soignant, là, il pourrait être un peu plus souple. De temps en temps, il oublie qu'on a des petits problèmes, etc., etc. Et ça marche tellement bien qu'ils ont décidé de prendre un représentant des usagers dans leur conseil d'administration. Sachant que ça, c'est complètement... c'est inédit, quoi, puisque c'est pas du conseil de vie sociale, mais ça devient dans le privé, quoi. Où là, on a abordé complètement les aspects financiers, immobiliers, médicaux généraux, nouvelles structures.
Et donc on y participe, on a le droit de poser des questions, on nous y répond. Et ce que j'ai apprécié, je me suis permis de le dire donc au nom de tous les des rues, j'étais leur représentant puisqu'ils en voulaient qu'un, c'est que quand ils ont présenté au conseil d'administration leur stratégie pour l'année à venir, et il y avait les faire tel ça dans le matériel, ça sur ressources humaines, sans ceci, sans cela, tout ça c'était sur un camembert, et il y avait un petit cercle au centre qui était marqué l'usager. Alors là j'ai apprécié et je me suis permis de leur dire, je suis content que vous passiez l'usager comme maître mot pour vos actions, et j'espère que ça continuera toujours. Voilà. Merci Bernard. On a fait le tour là, je pense. Non, je pense pas. Non, on a fait que 3, mais c'est toujours à peu près la même chose. Mais en tout cas, on voit bien que c'est des structures et des établissements différents, de forme, de taille différente, de spécificités différentes. Et on a encore des questions. Et c'est quand même qu'on a quand même un pouvoir. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, on a encore une question, une autre là, une autre là, et une autre là-bas au bout. Ok, super. Allez. Bon, toujours, c'est Elisabeth Corral, je suis représentante d'usagers OCH de Fourmi, présidente de la CDU. Alors moi, je suis qu'à Fourmi. Je n'ai pas voulu partir ailleurs, parce que quand on est dans plusieurs établissements, si c'est à proximité, pour moi, c'était faisable, mais s'il faut partir loin, ça me posait beaucoup de problèmes. Et je voulais plutôt me concentrer sur un seul établissement. Donc moi, je suis à la CDU, bien sûr. Je suis aussi représentant d'usagers en conseil de surveillance. Bon, je suis aussi, mais c'est vrai qu'on n'est pas très, à part des réunions de travail, je suis vice-présidente avec M. Dupont de la CDU du GHT, dont de l'hôpital référent est Valenciennes. Et je suis aussi au DAC. Alors, on n'en a pas parlé encore, mais c'est le dispositif d'appui à la coordination des parcours complexes du patient. Et je suis au conseil d'administration du DAC, ce qui me prend aussi du temps. Et je suis dans les mêmes horaires que monsieur. Je pense que je dépasse un peu les quotas pour mon établissement, pour ce que j'ai à faire, mais je suis vraiment investie. Et bon, il y a beaucoup de retours positifs. On se fait connaître. Moi, je suis très connue avec les deux représentants des usagers qui sont avec moi. On est tous les trois connus sur l'établissement, sur la région, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile et que les patients. C'est ça qu'on a un manque de reconnaissance aussi. Il y a l'établissement, il faut se faire connaître dans l'établissement et faire comprendre et connaître au personnel ce qu'on fait, quelle est vraiment notre mission, et qu'on a une mission de service public qui est officielle. Nous sommes des bénévoles et ça, moi, je tiens vraiment au statut de bénévole, parce que ça nous donne une indépendance aussi. On explique qu'on n'est pas dépendant de l'établissement, on rapporte la parole de l'usager, et ça c'est vraiment important, et qu'on est aussi très objectif. On n'est pas comme dans le temps. Moi j'ai fait des visites de certification comme expert visiteur. Au tout début, je faisais partie de la 3e promotion de formation, donc ça remonte à loin, dans les années 2000. Et là, quand on rencontrait les représentants d'usagers, les personnes étaient de bonne volonté, mais elles étaient inféodées à l'établissement. Tout allait toujours bien. Et ça se comportait, non, les patients mangent bien, ils sont contents. Voilà. On n'avait jamais... Mais attends, ça a changé quand même. Quand on a des visites de certification, on est impliqué. Donc, c'est important. Et ce que je voulais aussi dire tout à l'heure, j'en ai parlé avec Pierre-Marie Lebrun, c'est que pour le recrutement, on a besoin de représentants d'usagers, des nouveaux, des jeunes, des plus jeunes. C'est que je suis un petit peu interrogative sur le fait que moi, je fais partie d'une association familiale Avesnois-Mormal qui dépend de l'UDAF. Mais je me suis aperçue que dans les assemblées générales, on ne parle jamais des représentants d'usagers en santé. Donc, je m'en suis émue auprès de la présidente en disant que je ne comprenais pas pourquoi. Elle m'a dit « Oui, effectivement, vous avez raison. Alors, à la prochaine AG, j'aurai mon droit de parole, mon temps de parole, pour expliquer ce qu'on est. Et peut-être que dans l'Assemblée, il y aura peut-être des futurs représentants d'usagers qui sentiront un petit peu la fibre. Voilà. Merci pour ce témoignage. Il y en a encore une question là-bas, une question là-haut, puis après on passera, on continuera sur les vidéos, puis on prendra vos questions au fur et à mesure de l'après-midi. Monsieur tout là-haut. Oui. Bonjour, toujours Tristan Dagonet, toujours à Bapaume, dans la communauté de communes du Sud-Artois. Bernard, bravo pour votre investissement, mais on voit que vous avez beaucoup de temps pour vous investir dans vos missions. Mais d'après vous, quelles seraient les trois qualités, 3 compétences qui seraient nécessaires pour un futur RU pour faire ses missions ?
Alors, il faut de la disponibilité, c'est sûr. Il ne faut pas avoir toutes les tâches ménagères à côté. Donc, il faut se rendre disponible. Il faut, donc, après, en tant que personne, il faut avoir beaucoup d'écoute, parce qu'on avance qu'en écoutant. Sans ça, on ne peut pas analyser et synthétiser et trouver des solutions si on n'a pas bien écouté. Et il faut aller auprès de l'usager pour obtenir ses besoins et ses réclamations et ses envies. Et puis et surtout l'ambiance, parce qu'un hôpital, c'est beaucoup de choses. C'est pas qu'un soin, c'est toute une vie. On y passe quelquefois beaucoup de temps, des semaines. Il y en a que c'est presque pour des années. Donc ça compte dans la vie. Donc il faut savoir entendre les gens. Il faut savoir, et c'est comme ça qu'on pourra seulement les aider. Alors, ce qu'il faut, c'est être aussi négociateur, entre guillemets, mais sans avoir d'esprit trop juridique derrière. On le verra après avec les réclamations qui pourront en parler, mais quand même, en commission des usagers, on est quand même là pour être la parole entre l'organisme de santé et l'usager. Donc, on doit avoir cette médiation, entre guillemets, qui n'est pas une médiation, mais de la communication, je veux dire. Une vraie communication qui sert à tout le monde, qui sert en haut et en bas. Je pense que c'est là notre principal rôle de représentant des usagers. Donc, disponibilité. Donc, il faut être ouvert, il faut être communicant, il faut savoir écouter. Bon, après, il ne faut pas non plus rentrer dans l'art directement, parce que ça, c'est de la com, on n'arrivera à rien. Donc, voilà. Alors, donc disponibilité, écoute et médiateur. Disponibilité, écoute et médiateur. Merci, on a une question ici. Madame, merci. Marie-Christine Moncomble, je suis vice-présidente sur 4 établissements, parce que, bon, excuse-moi Elisabeth, mais parfois aussi, je crois, moi je suis comme Bernard, que je félicite, qui est un ami de longue date, que j'ai poussé aussi à être RU. De temps en temps, j'ai dit, il y a du travail à faire, je vois qu'il y trouve tout son bonheur, et il est suppléant sur un établissement où je suis. Mais il faut bien aussi... parce que je recrute tous les ans des RU. J'ai à côté de moi une RU qui vient d'être toute fraîche recrutée. Donc je l'invite et puis je l'accompagne dans les grandes réunions comme aujourd'hui, que je félicite pour toute l'organisation, tout ce qui se passe. Mais il faut se dire aussi qu'on a une place, qu'on n'est pas de l'établissement et qu'il faut savoir, j'ai beaucoup de respect pour chaque métier, que ce soit l'aide-soignante, l'infirmière, le médecin, ou comment on se place, nous, parce que j'ai déjà vu des choses qui n'étaient pas faciles, du fait que, bon, on n'est pas là pour revendiquer, on est là pour accompagner, pour comprendre et essayer avec le patient, parce qu'il y en a, j'ai vécu des choses avec des patients, surtout dans certaines médiations, parce que j'aurais voulu en parler ce matin, mais j'ai levé le doigt. Puis il n'était plus l'heure. Donc voilà. Mais la médiation, c'est aussi savoir comprendre et savoir prendre les choses. Mais c'est au fur et à mesure des années. Mais le RU aujourd'hui est certainement plus considéré et on entend plus parler qu'il y a quelques années où bon, les certifications, bon, c'était tellement technique que bon, on était là, c'était gentil, mais voilà. Tandis qu'aujourd'hui, et comment on se fait connaître, c'est plus. Moi, j'ai fait tous les services. À tout le monde, j'ai parlé du RU, comment ça a commencé en 2002, la loi Kouchner. Et surtout, il y a un établissement, quand on parle RU, on sait toujours mon nom. Bon, c'est pas mal, mais voilà. Mais c'est pour dire que, bon, comment, parce que les nouveaux RU, moi, je les reçois même chez moi, je peux parler 2 heures, j'ai toute la documentation de France Asso Santé, mais il faut pas dire, ça prend pas beaucoup de temps, c'est que 4 réunions, ça, c'est pas possible. Ça demande du temps. Et il faut dire, bon, on a une formation, il faut bien la faire les formations après, mais surtout, on est bien encadré, et ça c'est important aussi, parce que moi je témoigne avec d'autres personnes qui me demandent des conseils ou autres, et on est là pour faire une équipe. Merci. Et je trouve que ce message est intéressant parce que depuis ce matin, on entend cette solidarité entre RU et merci de le dire. Et vous pouvez l'applaudir évidemment. Je vous propose d'avancer dans l'après-midi en écoutant DJ. Donc, je rappelle, DJ, vous êtes représentant des usagers, Fédération nationale d'associations de retraités de la FNAR, et vous vous exprimez sur les réclamations et les plaintes. DJ, on va écouter ça tout de suite. Je m'appelle Didier Depont. Je suis représentant des usagers dans 2 établissements de l'Aisne,
L'un est un service d'hospitalisation à domicile et l'autre un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. Chaque réclamation nous est adressée par messagerie, par l'établissement, simultanément à l'envoi qui est fait au service qui est concerné par la plainte et au directeur de l'établissement. Donc à ce moment-là, on peut poser des questions complémentaires et on est informé ensuite de la réponse que donne le service concerné par la plainte. Alors, une fois que l'on a connaissance du contexte, des arguments du service, eh bien, on essaie de trouver la cause du dysfonctionnement ou la cause de la plainte, de l'insatisfaction de l'adhérent. Alors, ou c'est une question qui est relativement simple et le dossier est clos, ou c'est un peu plus compliqué et ça implique des mesures qui vont s'étaler dans le temps. Et lors de la commission des usagers, nous demandons où en est le dossier. Et nous sommes toujours informés de la réponse qui est faite à l'assuré ou au patient ou à sa famille qui a fait la réclamation. Et une fois qu'on a pu avoir une certitude de ce qui n'a pas bien fonctionné, on fait une préconisation pour que l'incident ne se renouvelle pas. Merci J, on peut l'applaudir, qui s'est aussi prêté à l'exercice de face caméra. Et en fait, je voulais m'excuser auprès de la personne qui m'a demandé comment on faisait quand on n'avait pas de téléphone tout à l'heure, parce que j'ai oublié de me tourner vers vous sur la question. Mais donc du coup, on repart sur le numérique et je vous demanderai après physiquement ce que vous allez répondre. Allez, vous avez la question qui s'affiche à l'écran. Une fois que vous aurez scanné ce QR code, sur comment est-ce qu'on exprime une plainte. Alors, je vois quelques téléphones en l'air encore, on va attendre un petit peu. Vous avez dans le programme, voilà, vous avez dans le programme, si vous voulez, aussi les QR codes qui sont imprimés, si jamais c'est plus simple pour vous. Programme qui se trouve dans votre mallette magique qui s'appelle le tote bag. Et là, vous avez donc du coup les impressions. Et j'ai l'impression qu'on peut passer à la question. Je vois plus de télé. Ah si, monsieur là-haut, encore un téléphone. Ah. Oui. Monsieur, il scanne. Et donc, je pense qu'on peut passer à la question. C'est bon? Alors, du coup, la question est, comment exprimer une réclamation plainte? Petit A, je le dis oralement aux soignants. Petit B, j'écris à la direction de l'établissement. Petit C, je prends contact avec un représentant des usagers. Petit D, mais pourquoi le dire? Ça ne sert à rien. Petit A, petit B, petit C, petit D. Je vous laisse quelques instants pour y répondre. Évidemment, on va commenter cette question. Comment exprimer une réclamation plainte? Je le dis donc à la place, vous mettez-vous à la place d'un usager. Hein. Je le dis oralement aux soignants, j'écris à la direction d'établissement, je prends contact avec un représentant des usagers, mais pourquoi le dire? Finalement, ça ne sert à rien. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne peuvent donc du coup pas... En fait, les personnes qui ne peuvent pas répondre avec le téléphone, pour quelque raison que ce soit, est-ce que vous voulez bien répondre avec vos doigts? Alors, regarde, ça va donner une tendance. Est-ce que les personnes qui ne peuvent pas répondre avec un téléphone pourraient me dire, est-ce qu'il faut répondre la réponse A? Donc là, j'ai quelques doigts qui se lèvent. Voilà. Est-ce qu'il faut répondre à la question B? Oui, j'ai plus de doigts qui se lèvent. Petit C, je prends contact avec un représentant des usagers. Ah, là, on a un peu moins. Enfin, c'est coup-ci, coup-ça. Et après, pourquoi le dire? Ça ne sert à rien. Je n'ai pas de doigts qui se lèvent. Donc, du coup, je dirais que les personnes qui ne répondent pas de façon digitale répondent B, C. Voilà, quelque chose comme ça. Est-ce que on a une réponse? On a une réponse. Regardons ce que la salle a répondu. La salle a répondu, je le dis oralement aux soignants pour... oh là là, mais moi j'ai des problèmes de vue en fait. 8%. Merci. J'écris à la direction de l'établissement, 60%, c'est bien ça? Je prends contact avec un représentant des usagers, 32%. Waouh, mais moi je ne vois rien du tout en fait. Donc je prends contact avec... Non, ça va toujours pas mieux. Et pourquoi le dire? Ça ne sert à rien, 0%. Donc on a l'air d'avoir quand même une vraie tendance sur j'écris à la direction de l'établissement. Didier, la parole est à vous. Est-ce que vous voulez bien commenter cette réponse? Oui, alors toutes les réponses étaient bonnes, à l'exception de la dernière,
effectivement, je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire ce qui ne va pas, parce que ça va faire progresser l'organisation au sein de l'hôpital. Bernard, on peut commencer par Bernard. Pareil, vous auriez répondu les trois. Comment est-ce que vous auriez répondu à cette question ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, pour moi, se pose le problème. J'ai eu un vécu aussi avec des événements graves. Et quand on y est, on n'a pas envie de parler aux autres. Oui. Donc, on n'a pas tous les éléments de réponse pour la suite. Et ça, je ne sais pas comment on peut l'obtenir, si ce n'est qu'en parlant après sur les stands, en expliquant aux usagers que si jamais il y a quelque chose, il faut quand même le dire parce qu'on peut faire améliorer le système ou avoir des solutions. Didier, avant de vous laisser répondre et d'approfondir ce sujet, peut-être demander à Georgette si elle avait votre réponse, Georgette, les trois, 1, 2. Moi, j'aurais répondu la même question, hein, la plus forte, la deuxième. Ouais, la deuxième question. Mais je pense que quand les gens ont quelque chose à réclamer, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Ça, j'en suis sûre. J'en suis convaincue. Parce que sans réponse, c'est pas bon. Ok. Didier, du coup. Alors, moi, j'ai l'impression que les sollicitations écrites sont toutes prises en compte. Sur l'oral, on a moins la certitude de l'aboutissement jusqu'à la commission des usagers et jusqu'à la prise en compte. Moi, je dirais que le conseil que je donnerais, c'est quand il y a une insatisfaction, effectivement, d'en faire part aux soignants, mais peut-être de confirmer, si le fait est assez grave ou important, de le confirmer par écrit, soit un représentant des usagers, soit à la direction, et même demander à voir un représentant des usagers. Ça n'a pas été indiqué, mais normalement, l'information de qui sont les représentants des usagers doit être affichée dans l'établissement, et le malade pourrait tout à fait demander à rencontrer un représentant des usagers. C'est l'une des missions des représentants des usagers de pouvoir faire le suivi de ces plaintes ? Bien sûr, bien sûr. Une chose est de la prendre en compte, de l'analyser et d'avoir des préconisations, mais ce qui est aussi important, c'est de s'assurer que les préconisations sont mises en place. Monsieur Dobtin, votre avis sur recommandations, plaintes, suivi ? Je suis un peu monsieur en général, monsieur règlement. Je vais rappeler que le législateur a prévu que toutes les plaintes, qu'elles soient écrites ou orales, doivent en principe être transcrites, remontées à la CDU. Il est gentil le législateur parce que quand c'est un écrit, quand c'est par écrit, ça arrive à la direction, ça arrive au secrétariat, ça arrive parfois au président directement de la CDU, mais il y a un écrit, donc il y a une trace. Les plaintes orales, le français, il a une nature à être assez râleur sur quelque chose, puis après ça passe, il ne le remonte pas. Par contre, ce qu'on voit arriver dans les écrits, c'est des gens qui ont eu certainement peut-être dans l'écrit, j'ai une réclamation, je l'ai dit au cadre, je l'ai dit à l'infirmier, et puis certainement qu'à l'extérieur où il y a réfléchi et il a fait un écrit. Et donc là, on a un écrit, que ça soit par la direction, que ça soit, mais on a l'écrit qui arrive. Moi, ce que je voulais dire sérieusement, c'est que quelque part, c'est qu'effectivement, elles sont toutes analysées, elles sont effectivement en commission des usagers, on les décortique, on essaie d'analyser. Mais je vais revenir à ce qui a été fait ce matin. Ce qui était très intéressant, c'est dans l'émission de la commission des usagers, c'est les plaintes, les réclamations, c'est effectivement tout ce qui concerne l'accueil, tout ce qui concerne la signalétique, mais ce qui a été dit, le soin et la prise en charge du soin. Et quand vous avez des sujets qui sont sur le soin ou la prise en charge du soin ou la qualité du soin, notre travail, c'est de les analyser, éventuellement, enfin, je veux dire, de faire avec la direction, de faire des préconisations. Et là, il y a un lien direct avec ce ça s'appelle la CME, la commission médicale d'établissement. Son rôle, c'est de soigner, et son rôle premier dans l'établissement, c'est de prendre en charge et de prendre en compte tout ce qui concerne la qualité des soins et la prise en charge. Donc, toute réclamation qui concerne la prise en charge ou les soins, il y a un lien direct à faire entre les recommandations ou les actions qui sont demandées, et puis le suivi ou la trace que l'action a été faite, au minimum s'assurer qu'elle a été portée, alors quelquefois c'est un événement, mais qu'elle a été portée au sein de la CME. D'où l'intérêt qu'on vient de ce matin quand le président ou quelqu'un de la CDU, quelqu'un de la commission des usagers, vient une fois par an rendre ou faire le fameux RADU, parce que quelque part ça fait un lien entre les réclamations,
ce que nous avons analysé, ce qui a été dit et comment le corps médical de l'établissement, ou les équipes soignantes au plus large, comment ils se sont appropriés et quelles réponses ils donnent. Merci, M. Dautin, c'est très clair. Pierre-Marie, la réponse, tout de suite la parole évidemment. Après, je viens vers vous pour vos questions. Donc, Pierre-Marie, qu'est-ce qu'on retient là de ce qui a été dit? Moi, ce que je veux seulement dire, c'est pour pas affoler tout le monde avec les plaintes. Dans les plaintes qu'on reçoit réclamation, il y a quand même beaucoup, presque la moitié, de gens qui se plaignent pour des soins qu'ils ont eus, qui ne sont pas contents de leurs soins, mais qui disent, au bout du compte, je ne demande rien pour moi, mais je vous le dis pour que ça serve aux autres. C'est quand même une grande majorité de réclamations qui sont comme ça, et il faut en tenir compte. Il faut trouver le moyen d'en tenir compte. Alors après, ça dépend de la taille de l'hôpital, etc. Moi, je ne veux pas donner de trucs de principe, mais il faut essayer de tenir compte. Alors on peut en tenir compte de différentes façons, hein. Mais dans la mesure où on s'intéresse à la qualité des soins dans l'établissement, c'est plus facile de faire le lien avec les plaintes qu'on reçoit de ce type. Et je rebondis sur ce que dit Pierre-Marie, parce que, y compris, et je sais que j'ai géré un certain nombre de médiations ou de situations de décès difficiles, et quelquefois très difficiles, y compris quand des gens écrivent comme ça, sur ce qui est arrivé, y compris là, ils souhaitent, c'est pas pour eux, parce qu'ils souhaitent aussi, il y a vraiment une prise en compte de le courrier, il est fait pour que ça n'arrive plus à quelqu'un d'autre. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on trouve dans les gens, dans les usagers, et je leur tire mon chapeau, parce que c'est pas vis-à-vis d'eux, c'est ce qu'ils veulent pour les autres, pour que ça n'arrive pas aux autres. C'est très clair, merci beaucoup. Alors, on a des questions. On a une question là-haut, avec Magali. Oui, rebonjour. Donc, Franck Roussel, je vous ai dit que j'étais ici en tant que conseiller régional de l'Ordre des médecins, mais je suis aussi secrétaire général du département du Nord. Et à ce titre, Martine Lefebvre pourrait le confirmer, quand on reçoit des courriers de plaintes ou de réclamations à l'ordre, je confirme, elles sont toutes traitées. L'année dernière, on a eu 400 courriers. Sur les 400, il y était noté « je porte plainte »,« je veux une sanction »,« je veux qu'il soit radié ». Nous, on le traite directement en plainte parce que cette procédure, quand c'est une plainte, risque d'aller en chambre disciplinaire si le patient n'est pas content. Mais sur ces 400 courriers, très peu sont allés en chambre disciplinaire, à peine une grosse dizaine. Ce qui veut dire que dans la plupart des cas, on réussit à concilier, à rétablir la communication qui manquait. Et je pense que c'est essentiel, la communication des soignants qui n'ont effectivement peut-être pas toujours le temps. On est sur de l'incompréhension où les gens ont besoin peut-être d'un peu plus de temps pour comprendre ce qui leur arrive. Comme vous le dites, hein, dans 50% des cas, bon, c'est pas des choses très importantes, mais de l'autre moitié des cas, ça concerne les prises en charge. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que les gens soient renseignés. Et voilà. Donc c'est pour vous dire que quand vous avez un réel... Donc là, je ne parle des soignants médecins, puisqu'à l'ordre des médecins, on est, comment dirais-je, compétent que pour les médecins, mais il y a aussi un ordre des infirmiers. Et on peut solliciter l'ordre des médecins dans ce cadre-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas hésiter, mais quand vous estimez qu'il y a une faute déontologique, il ne faut pas hésiter à vous tourner vers l'ordre des médecins qui pourra agir à ce niveau-là. C'est très clair, merci. Il y a une personne qui a répondu. Voilà, je vais vous laisser la parole. Regardez, je suis là. Oui, je voudrais simplement compléter ce qui vient d'être dit. Je suis également conseiller en CPAM et à ce titre, je représente la CPAM à l'Ordre des médecins pour tout ce qui concerne les plaintes pour soins discriminatoires. Donc il y a aussi là la place pour les représentants des usagers. Merci Monsieur Le Marquand. Alors on a des questions ici, puis on revient là après. Alors déjà, bonjour à tous. Merci pour cette journée très intéressante. Donc moi, je suis directrice dans un hôpital de la Somme. Je suis en charge, entre autres, des relations avec les usagers. Donc je confirme que les réclamations ou doléances, hein, parce qu'en fait, à notre stade, quand on reçoit des courriers, ce n'est pas encore des plaintes, c'est d'abord des doléances et des réclamations. Même si elles sont orales, on apporte une réponse à tous par courrier. Ou alors, il m'arrive aussi d'appeler directement. Après, ça dépend évidemment de la gravité des choses, de ce qui est inscrit dans les courriers. Je remercie toutes les personnes qui nous envoient des courriers. C'est très important parce qu'en fait, c'est un thermomètre. Ça permet aussi de savoir ce qui se passe exactement dans les services. Enfin, en tout cas, exactement. Parfois, c'est pas exactement ça, mais au moins, ça permet d'être vigilant sur ce qui se passe. Donc, moi, j'ai aucun souci sur ça. Au contraire, je trouve que ça permet aussi de créer du lien, et particulièrement avec les familles, parce que c'est aussi très compliqué pour elles parfois. Et concernant
les représentants des usagers, on donne la possibilité à chaque fois qu'on reçoit un courrier de contacter le représentant des usagers. Donc ce n'est pas automatique, parce qu'en fait, on estime qu'il faut aussi le souhait de la personne de recevoir, enfin de donner un courrier à une personne extérieure. Donc on en demande, il faut d'abord qui confirme qu'il souhaite bien voir le représentant des usagers. Et le fait d'avoir des représentants des usagers dans toutes les instances, c'est un vrai plus. Ça permet d'avoir une personne extérieure qui nous apporte aussi un œil neuf. Donc moi, je remercie tous les représentants des usagers qu'il y a dans l'établissement et aussi présents dans la salle. Et rien que mardi dernier, j'étais à une médiation avec une famille, avec donc un événement qui était quand même grave. Et le fait d'avoir le représentant des usagers, vraiment, c'est un plus. Donc merci à vous. Merci pour ce témoignage. On repart chez Magali d'abord. Oui. Est-ce que vous pouvez vous lever, monsieur, comme ça tout le monde vous voit bien? Si c'est pas... voilà, je merci. me lève, voilà. Merci. Donc moi, c'est plutôt un retour d'expérience. Vous vous présentez, monsieur, s'il vous plaît? Oui, alors René Bulot, 3 fois RU dans les établissements de santé et CVS, 4 CVS. Voilà. Donc c'était pour vous communiquer que l'action des représentants des usagers s'amplifie. Et là, dernièrement, j'ai eu une demande, pas d'un usager, mais d'un médecin, pour que j'intervienne, qu'on intervienne pour résoudre son problème. Donc, voilà, c'est tout. Merci, monsieur, pour ce témoignage qui finalement montre que ce rôle est de plus en plus important, notamment dans les établissements de soins. On avait une question aussi ici. Bonjour, je suis Monette Vasseur. Je suis ici pour représenter l'UDAF de l'Oise, dont j'en suis très fière. Représentant des usagers, ça veut dire savoir accepter, être vraiment près du malade. Et j'ai la chance d'être dans 3 établissements, principalement l'hôpital de Beauvais, où ça communique avec Grandvilliers et Marseille. Donc c'est pratiquement les mêmes réunions. Et nous sommes toujours conviés aux réunions des représentants des usagers, par exemple. Toutes les plaintes nous sont présentées. Et dès qu'il y a une plainte qui arrive à l'hôpital, meilleurement écrit, c'est beaucoup plus facile, on est conviés. Et comme nous sommes 2 représentants, nos noms sont donnés. Les personnes ils ont nos numéros de téléphone, ils peuvent nous appeler ce qu'ils souhaitent. Et ce qui est très important, c'est que lorsque on me donne le nom de la personne par rapport à ce qu'elle a souhaité, j'aime beaucoup les téléphones portables parce que je laisse un petit message. Voilà, je suis à votre disposition si vous souhaitez qu'on vous aide. Et comme ça, je ne l'appelle pas au moment où elle est peut-être occupée, elle va peut-être être énervée. Et je lui dis pourquoi pas après 19-20 heures. Et là, quand elle m'appelle, c'est qu'elle a envie de m'appeler, c'est qu'elle a envie de s'exprimer. Et c'est vrai, le premier 10 minutes, quart d'heure, souvent, il faut la laisser s'exprimer. C'est parce qu'elle est énervée, elle n'est pas contente. Et après, on reprend avec elle les passages pas faciles. Et souvent, c'est une incompréhension parce qu'il faut comprendre que dans les établissements, bien les personnes, les infirmières, le docteur, etc., ont tellement peu de temps ou emploient des mots où la personne ne va pas comprendre, ou la famille. Et nous, en reprenant avec elle, on arrive. Et quand on arrive à la conciliation, 80-85% des choses sont presque atténuées. Et comme vous disiez, beaucoup les personnes disent non, on a compris, mais surtout on ne veut pas que ça arrive à d'autres. Et j'ai le bonheur que peut-être vous n'avez pas tous, mais ça n'a pas toujours été facile au démarrage de se faire entendre. Et maintenant, par exemple, même à l'hôpital de Beauvais, à peu près tous les trimestres, il y a une réunion avec les nouveaux docteurs ou infirmières. Et nous, représentants des usagers, on est conviés. En quelques minutes, on s'exprime. On leur explique pourquoi on est là, qui on est. Aussi leur dire qu'on est à côté d'eux, qu'on n'est pas là pour se grogner, mais pour avancer ensemble. Et en principe, ça se passe toujours très bien. Juste aussi une autre chose au Tillet, à la maison de Cire-les-Mélos. On va dans les chambres ou dans les gens et on a un témoignage avec toujours les mêmes questions aux personnes.
est-ce que c'est bon, est-ce que c'est chaud, Et les personnes, quand on a tout, on va voir 8-10 personnes, après, tout à fait anonymement. Mais en premier, il faut arriver à ce que les gens trouvent notre confiance. Quelque part, je vous ai employé le mot s'apprivoiser, parce qu'ils vont nous dire des choses qu'ils ne diront pas au docteur ou à l'infirmière. S'apprivoiser, surtout les écouter, et après essayer de dédramatiser. Et quand on a mis toutes les questions en place, on dit, ah ben là ou là, avec le directeur et les infirmières, il y a quelque chose à voir. Mais en principe, ça se passe très très bien. Seulement, c'est vrai, ayons de la patience, parce que c'est pas toujours facile de se faire accueillir. Merci pour ce beau témoignage. Oui, bien sûr, applaudissez. On va finir sur cette séquence ici. Oh, ok, allez, 2. Alors, monsieur commence et puis après Magali. Bonjour, voilà, moi je m'appelle Gérard Michalak, je suis ravi d'être ici parce que je ne veux pas parler de la teneur des courriers concernant les problèmes. J'ai constaté qu'il y avait énormément de problèmes, c'est clair. Mais moi je voudrais rebondir en fait sur la question qui était celle A, B et C. Moi personnellement j'ai opté pour j'écris à la direction de l'établissement et si éventuellement ça ne marche pas, je prends contact avec un représentant des usagers. Voilà, je voulais vous dire tout simplement qu'il faut éviter je vous le dis parce que j'ai quand même vécu des choses. J'avais une société d'ambulance et j'ai travaillé 35 ans dans le médical. J'ai vu des choses en milieu hospitalier pour lesquelles je ne pouvais pas faire avancer le problème puisque j'avais aucune association derrière. Donc, bien souvent, on m'a envoyé paître. Mais bon, j'espère être nommé RU. Ça, je l'espère de tout cœur parce que j'interviendrai avec plaisir en ce qui concerne les problèmes. Et donc, je voulais tout simplement vous dire qu'il faut éviter d'être trop procédurier. Ça ne plaît pas toujours à la direction, donc par politesse, je pense qu'il faut d'ailleurs passer par la direction éventuellement, et si ça ne colle pas bien, là on saisit. En fait, on envoie un courrier simple, et si le courrier simple, on n'a pas la réponse, on envoie un recommandé. Le recommandé, c'est je prends contact avec un représentant des usagers. Voilà. Merci. Merci monsieur. Et allez, dernière intervention sur cette séquence, puis après on écoute la dernière vidéo. Oui, bonjour à tous, je suis Philippe Lefebvre, représentant l'UDAF, je suis vice-président à l'UDAF et nouvellement RU dans un centre de rééducation fonctionnelle. Donc j'ai une question à Didier, savoir un petit peu les problématiques que tu as dans le centre de rééducation et est-ce que tu as, comme c'est le thème, de beaucoup de réclamations et de plaintes. Merci. Alors, il y a une réclamation qui intervient régulièrement. Il faut savoir que dans ce centre, les malades sont là, sont envoyés souvent par un autre établissement et sont là pour plusieurs semaines. Et ils ont coutume d'être vus très régulièrement, pratiquement quotidiennement, dans un établissement de soins dits actifs. Lorsqu'ils viennent au centre de rééducation, la visite, la présence du médecin, elle se fait une fois par semaine. Et donc, le patient ne comprend pas que le médecin ne passe pas tous les jours s'inquiéter de l'évolution de son état de santé. Après, il y a des choses qui sont aussi problématiques, puisque on est là pendant une certaine période, souvent avec un handicap qui n'est pas complètement résolu, traité, quand le malade doit sortir. Et la sortie d'hospitalisation, c'est quelque chose qui doit être accompagné, qui ne doit pas se faire dans la précipitation, parce que sans ça, sa famille et le malade se trouvent dans une situation difficile lors du retour à domicile. Alors, je profite d'avoir le micro pour prolonger un petit peu le propos sur les réclamations. Je pense qu'à côté des réclamations, il y a un sujet qui est voisin, c'est le traitement des événements indésirables. Bien souvent, la réclamation, elle émane d'une personne, c'est la situation de la personne qui pose problème, alors qu'à travers l'événement indésirable, déjà le signalement de l'événement indésirable, il intervient la majeure partie du temps par le personnel de l'hôpital. Et à travers l'étude des événements indésirables, on aborde bien souvent des questions d'organisation et de fonctionnement. Et ça me paraît vraiment encore plus important, puisque là, notre action, elle va permettre non pas de solutionner un cas particulier, mais de solutionner un problème qui,
potentiellement peut se reproduire sur quantité de malades. Ça me paraît vraiment, vraiment important de souligner ces événements indésirables et de les étudier aussi. D'autre part, il faut aussi relativiser les choses. Bien sûr, on peut avoir l'impression, dans une commission des usagers, de passer beaucoup de temps sur les réclamations, voire les événements indésirables. Mais l'erreur, bien entendu, est humaine, et quelquefois, l'événement indésirable provient d'une erreur qui a pu se produire. Mais quand on regarde le nombre d'hospitalisations qu'il y a eu, il faut aussi relativiser le nombre d'insatisfactions. Et puis, comme le disait Olivier tout à l'heure, on a demandé, nous, d'avoir connaissance aussi, finalement, des lettres de félicitations, parce que ça permet de contrebalancer une image qui pourrait être assez néfaste. Et c'est pour moi aussi important d'avoir connaissance des dysfonctionnements, mais aussi de ce qui se passe bien dans l'établissement. Monsieur Doptin, vous voulez rajouter quelque chose ? Profite, j'enchaîne, retour d'expérience, dernière certification que j'ai fait dans un établissement. Les experts visiteurs ont été surpris du nombre d'éloges, puisque c'était certification sur 3 ans, du nombre d'éloges que nous avions reçus écrites et les thématiques qu'on en avait tirées par rapport au nombre de plaintes et réclamations qu'on avait. C'était supérieur les éloges que les plaintes et réclamations. Les experts visiteurs, ils sont attentifs à ce genre de choses. Je voulais justement, parce qu'on revient à la question là, et c'est monsieur qui m'a rappelé quelque chose. Moi, je suis représentant d'usagers, je vous ai dit d'abord dans 4 et maintenant dans 2, donc j'ai l'expérience de 6 établissements, si je peux dire, où j'ai dans moi, ma façon de fonctionner, toujours mis mon numéro de téléphone, mon mail, mon numéro de téléphone personnel. Aujourd'hui, 2016-2025, je crois que honnêtement, j'y réfléchis, je crois que j'ai eu 8 coups de téléphone directement à moi en tant que président, quand je suis président de la CDU. Par contre, et c'est là où j'interpelle tout le monde, quand vous êtes président de CDU, il est très, très, très important que la direction, quand il y a quelque chose qui est vital ou létal, vous téléphone. Parce que j'ai eu une fois, un lundi matin, à 11h, un coup de fil d'une famille qui me demandait pourquoi leur père qui était rentré à 8h30 pour un examen était décédé. T'as pas l'air con quand on t'appelle à 11h et que quelque part, on vient te demander à toi, président de CDU, parce que ton nom est affiché dans l'établissement, parce que ton numéro de téléphone ou ton mail, on vient te demander. J'ai donc renvoyé gentiment, aimablement, j'ai pris en compte et j'ai dit, je vais voir avec l'établissement une enquête, certainement. Il y a eu une enquête et tout ça. Mais donc voilà, donc sachez que vos noms, ils sont dans l'établissement. Et quelque part, si quelqu'un vous appelle, voilà, donc l'intérêt. Et je pense que la direction concernée, elle a bien compris maintenant, quand il y a un événement indésirable grave lié aux soins, même si j'y vais pas, parce que c'est à 50 bornes de chez moi, elle m'appelle et je suis au courant en tant que président de CDU. Voilà, c'est des choses aussi dans le fonctionnement d'une direction avec le lien de confiance, si je peux dire, qui se fait, et pourtant on ne se fait pas que des gentillesses, avec le lien de confiance. C'était ça que je voulais dire. Parfait. Allez, troisième et dernière thématique de cette journée, les instances. Et pour cela, Georgette s'est prêtée à l'exercice de face caméra. Voilà. Je suis Georgette Lemaire. Je suis représentante des CDU dans 3 établissements. Je suis à Condé-Chantilly. Je suis à Chaumont-Vexin. Et je suis à Creil pour les maladies de l'intestin. J'étais à l'UDAF et on m'a proposé finalement si je voulais être représentante des usagers. Alors j'ai dit oui, moi, je voulais être représentante des usagers. Et puis on nous a proposé plusieurs postes. Il y avait plusieurs postes. Il y a des gens qui disaient moi je veux faire ça, moi je veux faire ça. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Quand je suis arrivée dans l'établissement, je fais plusieurs postes. Je fais le CLIN pour les maladies nosocomiales. Je fais le CLAN pour la nourriture, pour les gens voir ce qu'ils veulent manger. Enfin, ce qu'ils veulent manger et puis ce qu'ils ne veulent pas surtout. Je fais aussi la CDU. Je fais aussi les fiches, les FEI. La fiche des événements indésirables qui s'appelle le FEI. Quelquefois, je fais la médiation quand il y a des médiations, quelquefois parce que je vais aussi dans un centre, mais c'est indépendant finalement. Je vais dans un autre centre, je vais à Breteuil, et là, quelquefois, il y a des médiations. Et la médiation, ce sont des gens qui ne sont pas toujours
satisfaits de ce qu'ils ont reçu. C'est pour ça. Je suis très très bien, je suis très heureuse et puis je suis contente d'y participer. Je suis très contente, c'est super. Franchement, est-ce que vous pouvez applaudir chaleureusement Georgette? Merci Georgette pour ce moment de sincérité. Alors, messieurs, dames, la question suivante va être autour des commissions. Et croyez un naïf béotien sur le sujet, qui il y a encore quelques semaines ne connaissait pas grand-chose à la représentation des usagers, je peux vous assurer que c'est vraiment pas facile quand quelqu'un vous dit « Mais toi, t'es plutôt CDU, CME, Clan ou Clin ?» ou Clude, ou voilà. Et donc du coup, on va se poser une question là sur les différentes commissions. Est-ce que par rapport à ce que vous avez entendu ce matin, vous connaissez d'autres instances, et ça sera l'occasion évidemment d'en parler. Quelques instants sur le téléphone. Je pense que c'est... Alors il y a monsieur là-haut qui essaye de scanner. Madame, encore. Je vous laisse répondre. Et on va pouvoir afficher la question. Donc la question est toute simple, hein. C'est, connaissez-vous d'autres instances que la commission des usagers? Voilà. Enfin, donc d'autres instances que la CDU. Donc, oui. Et dans ces cas-là, on vous demande lesquelles, ou non. Donc sur le oui, vous avez la possibilité d'avoir un champ qui est ouvert et ça nous permettra de les afficher à l'écran et soit d'en parler, soit de les définir, soit de faire un petit rapport sur la question. Donc est-ce que vous connaissez d'autres instances que la CDU, oui ou non? Et si c'est oui, on vous demande lesquelles. On a entendu Georgette nous parler du clan, du clin. Oui, vous pouvez mettre les acronymes, oui, parce que... Et puis, entre vous, vous avez l'impression de parler un langage que tout le monde... Enfin, j'ai l'impression que vous comprenez quand vous parlez, vous, du clan, du clin, du CLUD, du CDU et de la CME. Oui. Est-ce qu'on a déjà des premiers éléments de réponse ou pas ? Non, pas encore. Alors du coup, Georgette, on va peut-être en attendant, comme ça vous laisse aussi encore un peu de temps si jamais vous voulez répondre. Georgette, donc, ces commissions, donc vous, c'est CDU Clan-Clin. Est-ce que vous voulez bien prendre le micro pour que tout le monde nous entende et que les personnes, vraiment le rapprocher au plus près de votre bouche, oui, et nous dire donc du coup, c'est quoi les différences, comment vous... Ah bah si, regardez, on a 72%, 73-72% des personnes qui nous disent qu'ils connaissent d'autres instances. Alors, avant de regarder les noms, Georgette, donc vous, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est CDU, franchement, je pense qu'on en parle déjà depuis ce matin, mais clan et clin. Le clan, c'est pour comment ça s'appelle, les repas. Alors, nous avons les réunions pour les repas, savoir ce qu'ils veulent manger, ce qu'ils vont leur proposer et ce qui ne leur plaît pas. Qui est dans cette commission ? Alors, ce sont les représentants des usagers. Enfin, nous sommes souvent à deux quand j'y suis, ou quelquefois seuls. Et il y a des personnes qui sont autour de la table, disons la personne qui s'occupe des repas, la diététicienne qui est là, et d'autres personnes qui font partie de l'hôpital. Et en principe, ça se passe bien, pas toujours non plus, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas toujours d'accord avec ce qu'elles mangent, ou alors ce sont toujours les repas qui reviennent souvent. D'accord. C'est souvent ça. Et puis après, le clin. Le clin. La clin. Oui, le clin. Le clin, d'accord. Oui, comité, pardon, oui, pas commission. C'est pour les maladies nosocomiales. Alors, c'est pour un petit peu faire voir aux gens ce qu'ils doivent faire avant d'entrer dans les chambres ou quand ils sortent des chambres ou quand ils rencontrent les personnes. Et c'est pour les maladies, tout ce que l'on peut trouver dans l'hôpital, quoi, tout ce que l'on peut attraper aussi. Alors du coup, qui est autour de la table du clin ? Alors c'est pareil, ce sont les mêmes personnes, sauf qu'il n'y a pas la diététicienne, qu'il y a d'autres personnes, qu'il y a les personnes qui sont autour, les représentants des usagers, et aussi
et puis les personnes qui font partie de l'hôpital. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut peut-être mettre à l'écran s'il y a d'autres commissions qu'on n'a pas évoquées encore depuis ce matin qui nous permettraient de... Alors, on a le CLUD, donc Clin-Clan-Clud. Ok. CVS, on en a parlé un petit peu, mais je pense que ça vaudra peut-être le coup de revenir dessus. Alors, est-ce que quelqu'un veut nous parler du CLUD dans la salle? Oui. Pour la douleur. Spontanément, madame... Oui. Regardez, il y a un micro qui arrive. C'est là où on discute de la douleur et on prospecte de nouvelles idées pour soigner la douleur des patients. Et les patients répondent à cette douleur par 1 ou par 5, comme ils veulent. Voilà. Il y a des échelles. Et donc pareil, représentants des usagers, professionnels de santé, autour de la même table et autour du sujet de la douleur. Voilà, c'est ça. C'est l'infirmière qui est là, c'est la responsable qui se trouve là, c'est l'infirmière de service qui anime le CLUD. Voilà. Très bien. Donc et sinon, pour revenir au CLIN, c'est l'infirmière hygiéniste qui vient nous informer sur ce qui se passe au sein de la clinique. C'est elle qui nous informe. Alors, pour revenir à d'autres, le clan, c'est pour l'alimentation. C'est l'infirmière, c'est une personne hygiéniste qui fait le tour des chambres, qui recueille l'avis des patients. Et c'est sur cet avis-là, avec les cuistots, on discute des repas. Et on fait les repas pour un turnover sur 4 semaines. Enfin, c'est ce qui se passe où je suis. Maintenant, les autres cliniques, je ne sais pas comment ils font. Mais c'est ce qu'on veut aussi sur le retour d'expérience. Voilà. Merci en tout cas pour ces explications. Je vous en prie. Est-ce que d'autres explications, je peux vous... Est-ce que quelqu'un peut nous parler CVS? Ça n'a rien à voir avec l'hôpital, mais puisque c'est là à l'écran, peut-être ça vaut le coup de le définir. Moi, je veux bien dire un petit mot sur les CVS. Alors, on a Pierre-Marie, un petit mot. Madame, alors, on va commencer par madame. Et puis après, parole à Pierre-Marie. Excuse-moi, Pierre-Marie. Le CVS, j'en ai fait partie pendant un temps certain. C'est le conseil de vie sociale. Et ça, le CVS, ça se passe au niveau des usagers. J'ai intervenu au CVS en tant que représentant des usagers. Et on a mis en place plein de choses avec le service social du coin. C'est là où on discute des repas. Et c'est là aussi où assistent les familles des patients. Donc, tous les gens discutent autour de la table. Voilà. Mais c'est pas exactement la même chose. Pierre-Marie, est-ce qu'on peut... Est-ce que tu es d'accord avec ça? CVS, là, je vais parler des CVS qui sont en lien avec un hôpital quand même, parce qu'il y a un petit rapport. L'affaire est un peu compliquée parce qu'on est sur deux modes de gestion différents pour le soin et pour le CVS. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a intérêt à ce qu'il y ait un rapport entre ce qui se passe au CVS dans l'EHPAD et ce qui se passe à la CDU. Dans l'intérêt même des personnes qui sont au CVS, en matière de droits des personnes en particulier, il y a intérêt à ce qu'il y ait une relation avec la CDU. Alors, toutes les formules sont possibles. Il y a des formules où tout est intégré, j'en connais pas beaucoup, puis des formules où c'est une rencontre de temps en temps. Donc, il n'y a rien de formel là-dedans. Mais il y a intérêt à ce qu'il y ait un rapport. Et donc, il y a intérêt à ce que, déjà, au début, il y a des échanges, que quelqu'un de la CDU soit invité au CVS, et réciproquement, et puis après on voit si on peut aller plus loin. Monsieur Doptin, vous vouliez compléter, puis après on a une question devant. Oh, regardez, prenez le micro là. Non, voilà. C'est plus une précision. Le terme CVS, c'est un outil qui existe dans différents établissements. Dans le médico-social, dans le monde du handicap, les CVS existent, mais ils ont un mode de fonctionnement et un rôle qui est complètement différent du CVS qui existe dans les EHPAD. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous êtes dans un établissement public-privé qui a une direction commune ou qui gère à la fois, je pense à un établissement qui gère aussi 4 EHPAD. Sauf que la partie restauration, c'est le même prestataire, la partie transport sanitaire, c'est le même prestataire que l'hôpital, et la partie lingerie, tout ça, c'est le même prestataire. Ce qui fait que les problématiques que vous retrouvez à l'hôpital sur ces 3 problématiques, ils les ont. Donc, en ce qui me concerne, c'est un exemple, c'est que j'ai intégré dans la commission la représentante des familles
de l'établissement de l'EHPAD, parce que ça permet à la fois d'avoir les remontées de leurs problématiques qu'ils ont au niveau des résidents et au CVS, puisqu'ils sont en lien avec l'organisation, sur des problématiques. Quand vous voulez faire des améliorations de transport sanitaire, de restauration, vous n'allez pas les faire que pour l'hôpital, puisqu'il y aura un impact. Voilà, là c'est important. Mais s'il n'y a pas un établissement sanitaire qui n'a pas en charge ou qui n'a pas d'établissement ou d'EHPAD, les EHPAD, ils ont leur CVS et il n'y a pas systématiquement un lien. C'est ça que je voulais dire, c'est que les situations sont différentes selon la structure et selon l'état de l'établissement. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit pour tout le monde? En tout cas, ça a l'air. Vous avez des signaux non verbaux. Alors, on a une question ici, devant, puis ensuite là-bas, et puis de nouveau devant. Donc bonjour, Pascal Nassois, je suis représentante des usagers dans le sanitaire sur Berck, mais j'ai travaillé dans le médico-social avant. Donc je voulais juste préciser que les CVS, pour moi, c'était médico-social. Et ça n'a rien à voir avec les représentants. C'est les usagers qui président les CVS, c'est eux qui viennent faire leurs réclamations eux-mêmes. Il y a des représentants des familles, mais ça n'a rien à voir avec une CDU classique. Et c'est bien de faire la pression, mais comme c'était affiché à l'écran, ça permet de clarifier. Tout là-haut. Oui, Véronique Varlet, je suis représentante des usagers. C'est aussi pour partager mon expérience, puisqu'avant j'étais professionnelle de santé et j'étais chargée de mission qualité-risque. Et donc en fait, justement, ce qui est important de faire la différence entre le CLIN, le CLAN, le CLUD, c'est des sous-commissions de la CME. Donc ça, c'est médical. Et donc il y a un médecin et c'est en lien. À chaque fois, il y a un médecin et c'est en lien donc, avec les infections nosocomiales, la douleur, l'alimentation. Et le CLAN, en fait, c'est pour faire la liaison entre tout ce qui est nutrition, alimentation et les fonctions support aussi, pour faire la coordination. Et après, il y a des commissions menus, il peut y avoir dans les établissements, où là, il y a des représentants, enfin, il peut y avoir des usagers, et où on parle du quotidien et du contenu. Ce n'est pas la nutrition. C'est différent. La CDU, c'est sous la direction et en fait, il y a un médecin aussi, mais ce n'est pas, c'est pas une sous-commission de la CME. Et après, il y a c'est pas affiché, mais il y a par exemple le CSP qui est par rapport aux soins palliatifs. Là aussi, c'est médical. Donc c'était pour une précision. Oui, merci pour ces précisions parce que franchement, quand on n'est pas complètement dans le système, c'est pas toujours facile de comprendre cette organisation. On a Allez-y. Oui, donc moi je voulais dire que toutes ces commissions sont des sous-commissions de la CME, y compris la CDU qui est une sous-commission de la CME. Donc il faut bien faire la différence. Toutes les commissions sont des sous-commissions de la CME. La CDU aussi. On n'est pas d'accord. Alors, il semblerait qu'il y ait débat, et donc je vous laisserai prolonger ce débat en dehors de cette salle. Par contre, moi j'aimerais bien qu'on intervienne sur la notion d'éthique. Parce que vous n'avez pas abordé la notion d'éthique. Est-ce que quelqu'un veut nous parler d'un comité d'éthique? Monsieur, peut-être devant? Éthique. Oui, donc bonjour Monsieur Dupont. Oui, la commission éthique est en train de se remettre en route dans les centres hospitaliers parce que ça avait été abandonné un peu avant Covid et l'HAS demande à ce que nous ayons un comité éthique. Et donc, il faut absolument un représentant d'usagers et tout le monde devrait être au feu vert pour la certification qui arrive l'année prochaine. Donc voilà, c'est le retour du comité éthique. Oui. Et c'est un sujet assez spécial parce qu'il y a une formation de 2 jours qui est très très intéressante. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais encore mettre une journée de mise à niveau pour vous dire que... Et l'éthique, c'est quelque chose qui est entre la bientraitance et la maltraitance. Voilà, c'est le fil conducteur au milieu. Parce que vous donnez un verre d'eau parce que quelqu'un a soif, vous pensez que vous faites de la bientraitance alors que ça peut être de la maltraitance. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur le comité éthique, monsieur? Je dois pas regarder, je vous laisse. En fait, voilà. Comité éthique, il y a effectivement des comités qui ont eu du mal à démarrer dans des établissements. Certains, les gros établissements en avaient ou en ont parce qu'il y a des problèmes d'éthique. Et puis, c'est vrai qu'avec la Covid, c'est des choses qui sont remontées par rapport à ce qui s'est passé dans un certain nombre d'établissements, de prise en charge différentes, pour ne pas dire autre chose, dysfonctionnelles parfois établissements.
Donc le comité d'éthique, c'est au niveau national qu'il y a des émanations régionales. Et donc la particularité, c'est que des établissements de moindre importance, ce qu'on appelle de proximité, n'avaient pas de comité d'éthique, mais dans le cadre d'un regroupement d'établissements qui s'appelle le GHT, on ne va pas rentrer dans les établissements publics, bien souvent il y a un comité d'éthique qui est né au niveau de ce regroupement. Il est plus ou moins vivant, si je peux dire, plus ou moins actif, et parfois il n'a pas fonctionné, ce qui fait que l'établissement lui-même, compte tenu à des problèmes qui ont été remontés sur des problématiques de plaintes, de réclamations, ou même quelquefois dans le cadre de la certification, Jean-Paul, tu as raison, l'HAS, la Haute Autorité de Santé, attend et demande qu'il y ait des comités d'éthique et demande, c'est une recommandation, qu'il y ait des représentants d'usagers dedans. Ce qui n'est pas obligation, c'est une recommandation. En général, quand il y a des recommandations comme ça, les directions, elles entendent ces recommandations et elles les mettent en place. Donc, c'est-à-dire que là, c'est en train de repartir avec, moi je constate, des problématiques tout à fait différentes de traitement d'un établissement à un autre. Certains prennent d'un cas concret et font une analyse avec des outils éthiques ou un regard éthique sur un cas concret, sur une situation, et d'autres partent de généralités, un peu de choses qui devraient être faites de façon générale. Et là, je rejoins ce que disait, que ce soit le CLUD, le CLIN ou le CLAN, puisque j'ai siégé dans tout ça, là, toutes les propositions qui sont faites au CLUD, au CLIN, au CLAN, sont toujours des propositions qui doivent être générales au service. C'est-à-dire que quelque part, le CLUD, c'est le comité de lutte contre la douleur, et donc c'est tous les services. Un protocole de on donne un Doliprane ou on ne donne pas de Doliprane, je le caricature, ça c'est génération. Avec le point noir des CLUD depuis des années, dans les services d'urgence, c'est la prise en charge de la douleur. Or aujourd'hui, tout patient doit être pris en charge de sa douleur tout de suite, avant même qu'on essaie de comprendre. Voilà, ça c'est des choses. Le CLIN, ce qui est très intéressant, la dame l'a dit, bien souvent la divergence et les divergences qu'il y a au niveau des CLIN, c'est nous représentants d'usagers, ce qu'on veut c'est que ça soit bon, que c'est du goût et que les gens y mangent. Et les professionnels qui sont là, eux, ils sont là pour que ça soit nutrice, que ça nourrisse la personne. Le clan. Le clan, autant pour moi, avec mes excuses. Tout le monde avait compris. Le clan, c'est que nous, on veut que ça soit bon, que ça soit agréable à manger, ce qui est normal pour qu'ils mangent. Et les professionnels, ils veulent aussi que les patients mangent. Mais eux, sur le plan, c'est nutri. Ils ne veulent pas qu'ils perdent du poids, ils ne veulent pas qu'ils soient dénutris. Donc, c'est un regard professionnel de nutriment. Même si le nutriment, il est fait et pas terrible, faut que alors je vais entre les frites et le sachet, je caricature, hein, mais on a un point de vue différent, on a des discussions comme ça. Voilà. Et les infections nosocomiales, si vous avez tout compris, mais je pense que vous savez, c'est les infections particulières, les petites bébêtes, pas sympas du tout, qui se traînent dans le milieu hospitalier, qui n'ont heureusement pas à l'extérieur, mais qui sont en général des infections. L'exemple le plus criant que tout le monde connaît, c'est Depardieu, comment il s'appelait, Guillaume Depardieu qui a fait. Voilà. Donc c'est des choses, des microbes spécifiques au milieu hospitalier et qui fait que quand quelqu'un est porteur de ça, il y a des mesures particulières à prendre. Très bien, merci pour ces clarifications. Nous avons une réaction, commentaire, question tout là-haut. Oui, en fait c'est pour revenir sur l'éthique. Moi, j'engagerai tout le monde de participer à ces réunions parce qu'en fait, mais je rejoins monsieur par rapport à la formation parce que c'est important. L'éthique, c'est pas se réunir et puis papoter. Il vaut mieux être structuré pour avancer. L'intérêt, c'est de pouvoir parler ensemble, échanger, de voir des vues différentes. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des représentants des usagers. Parce que quand on regarde un thème, vous parliez par rapport au Covid, mais en fait c'est ça, c'est le thème soignant, attention, on fait attention, on évite les risques. Mais l'usager, oui, mais je suis là et je n'ai pas les mêmes besoins, et je n'ai pas le même regard. Un religieux, oui, je vois de telle façon, ça permet de se comprendre, et après de pouvoir nuancer, que aussi le soignant comprenne que l'usager a des idées différentes et des besoins peut-être différents ou supplémentaires ou complémentaires par rapport aux soins. Et ça permet aussi à l'usager de voir les contraintes et en fait de trouver un équilibre. Et c'est un avis à un moment donné. Donc après, il y a différentes façons d'aborder, mais c'est vrai que c'est intéressant que ce soit structuré, qu'il y ait une formation de base, parce qu'en fait, si on ne donne pas la parole à chacun et qu'on ne regarde pas tous les points de vue, on n'avance pas. Et en fait, l'intérêt, c'est que même les soignants et même les usagers, on se pose des questions pour mieux se comprendre, mieux échanger, mieux s'écouter.
Merci pour ce témoignage. Et je pense qu'on avait un dernier témoignage ici. Ah bah, on retrouve Madame de Fourmi, je pense. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, je suis un peu bavarde parfois. Donc pour moi, allez, il vous reste 1 minute, Madame. Oui, l'éthique, c'est un espace de réflexion. Ça ne prend pas de décision, un comité d'éthique, et c'est ouvert à tout le monde dans un hôpital. Les comités d'éthique, ça va par exemple quelqu'un qui est une personne âgée, qui a des problèmes de fausse route, à qui quand sa famille vient, mange ce qu'il a envie de manger, et quand il est à l'hôpital, on lui donne des repas mixés qu'il ne veut pas. Alors on dit oui, mais s'il prend un repas mixé, il va s'étrangler. Mais quand ta famille est là, il mange quelque chose qui lui fait plaisir. Alors la discussion, ça va être qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui permet de manger normalement? Est-ce qu'on lui permet pas de manger normalement? Donc c'est échanger, c'est vraiment réfléchir à ce qui est mieux pour le patient. Mais en fin de compte, la décision, ensuite, elle va être à la personne qui va lui donner à manger. Le comité d'éthique va pas prendre, c'est pas le comité d'éthique qui va prendre une décision. C'est un espace de réflexion. La décision, elle s'est prise autrement. Mais c'est vraiment un espace où on va, comme maintenant avec la loi de fin de vie, on discute, on n'est pas tous d'accord, mais il y a des réflexions qui se font et c'est l'échange de tout le monde qui va faire que. Mais le comité d'éthique ne peut pas prendre... Un médecin va prendre une décision, il va entendre tout ce qui a été dit, mais la décision, elle lui appartient. Ce n'est pas le comité d'éthique qui va lui dire qu'il faudra faire comme ça. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Merci pour cette précision. Je pense que... Ah non, nous avons encore ici une question et comme on va après clôturer cette phase de questions-réponses, vous serez donc la dernière à intervenir. Je vais juste garder mon micro pour pouvoir réagir après en vous en descend un. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous lever ? Isabelle Dubuisson, donc je suis érue dans un centre hospitalier et donc j'ai participé à l'éthique aussi, mais on peut prendre des décisions qui ne sont pas d'ordre médical. On a travaillé sur les directives anticipées de façon à ce qu'elles soient plus compréhensibles de tous, avec des petites images, en copiant le FALC à peu près, pour que les gens puissent répondre plus facilement au questionnaire qui est vraiment lourd quand on arrive. Donc là, c'est l'éthique qui a proposé le questionnaire avec ses nouveaux logos pour que tout le monde comprenne et que la direction a accepté. Donc ça peut aboutir à des choses qui sont concrètes. Donc finalement, le comité d'éthique, même s'il ne prend pas des décision, peut produire des choses, fait des recommandations. Des recommandations qui sont là, pour le coup, bien travaillées et donc acceptées par les directions. Parfait, merci pour cette précision. Allez, Monsieur Dobtin, vous avez 30 secondes pour conclure ces séquences témoignages. Avant de passer à la grande conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces 3 témoignages, Monsieur Dobtin? Que si vous ne connaissez pas les acronymes, vous êtes paumé dans l'hôpital. Ça, c'est vrai. Il me reste 20 secondes pour la prochaine fois. Pierre-Marie, qu'est-ce qu'on retient de ces 3 témoignages? Sur l'éthique, moi ça marche plus ou moins bien selon les établissements. Il faut être honnête et selon le temps. Il peut y avoir un bon comité pendant une période, puis que le gars s'en occupe, il est parti, ça tombe un peu, ça remonte. Si ça fonctionne, allez-y. Franchement, allez-y, c'est toujours très intéressant. Si ça ne fonctionne pas, attendez que ça fonctionne, parce que vous n'arriverez pas à le mettre en route tout seul. Il faut vraiment qu'il y ait des gens d'hôpital qui s'en occupent un peu avec vous. Mais les débats sont toujours intéressants. Au CHU de Lille, on a eu des débats sur la fin de vie. C'était impossible. On a dû arrêter parce que franchement, on a avancé. C'est-à-dire chacun a donné son avis. Mais là, vraiment, on est sur des problématiques tellement graves que je pense que très franchement, au niveau de l'hôpital, c'est compliqué, quoi. Donc c'est plutôt un niveau au-dessus, comité éthique régional ou national. Mais là, bon. Mais il y a des tas d'autres sujets qui intéressent l'hôpital, et votre hôpital. Donc là, ça vaut le coup d'y aller. Merci Pierre-Marie. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir très très fort Bernard Sorbeck, Didier Depont, Georgette Lemaire et Olivier Dobtin pour cette séquence témoignage. Merci beaucoup mesdames, messieurs. Merci pour votre implication et vos engagements.